Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Je peux transporter un chargement sur le toit de mon véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors oui, tu peux transporter un chargement sur le toit de ton véhicule, mais il y a des conditions. Tout d'abord, il y a des conditions de dimension. C'est-à-dire, le chargement, déjà, ne doit pas dépasser l'aplomb avant du véhicule. Concernant la partie arrière, le chargement peut dépasser de 3 mètres l'aplomb arrière de ton véhicule. Par contre, si le chargement dépasse 1 mètre à l'arrière, alors tu devras positionner une signalisation adéquate, réfléchissante. Concernant la largeur, le chargement ne doit pas dépasser 2,55 m. Ensuite, il y a aussi une condition de charge. Tu dois vérifier que ton poids total à charge ne dépasse pas le poids total à charge constructeur. Pour ça, il faut que tu ailles dans ton certificat d'immatriculation et tu regardes la rubrique F2. Attention, c'est pas fini. Il faut aussi que tu t'assures que tes roues puissent reprendre ces charges. Pour ça, c'est très simple. Il faut que tu ailles regarder sur le flanc de ta roue. Donc sur le flanc de ta roue, tu auras ce qu'on appelle un indice de charge. Ici par exemple, l'indice de charge, c'est 87. Une fois que tu as ce chiffre, il faudra que tu ailles dans le tableau d'indice de charge pour savoir à quelle masse elle correspond. Donc ici, 87 correspond à une charge maximale de 545 kg pour cette roue. Donc, pour répondre à la question, est-ce que je peux transporter un chargement sur le toit de mon véhicule? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 2. Je circule hors agglomération. La signalisation indique un passage à niveau. Avec barrière, oui réponse A, non réponse B. À 150 mètres. Oui réponse C, non réponse D. Alors, ici, on a une triple signalisation. Alors, tout d'abord, le panneau triangulaire. Donc, ce panneau indique la présence d'un passage à niveau avec barrière. À ne pas confondre avec son pendant, qui est ce panneau, et qui indique un passage à niveau sans barrière ni demi-barrière. Juste en dessous de ce panneau, on a un panonceau. Et comme d'habitude, le panonceau vient préciser le panneau qui est au-dessus. Et donc le panonceau, il nous dit quoi? Il nous dit que ce passage à niveau sera accompagné d'un feu clignotant. Également, en dessous, on a ce qu'on appelle des balises. Alors, ces balises vont te donner la distance à laquelle se trouve ce passage à niveau. Alors, lorsque cette balise a 3 bandes rouges, alors cela veut dire que le passage à niveau se trouve à 150 mètres. Lorsque cette balise a 2 bandes rouges, ça veut dire que le passage à niveau se trouve à 100 mètres. Et lorsque la balise a qu'une seule bande rouge, c'est que le passage à niveau se trouvera à 50 mètres. Donc ici, je circule, la signalisation indique un passage à niveau
avec barrière, la bonne réponse est la réponse A. À 150 mètres, la bonne réponse est la réponse C. Question numéro 3. Regarder dans les rétroviseurs suffit pour changer de voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors on va juste jeter un petit coup d'œil sur la vidéo. Donc regardez bien là. Que ce soit sur le rétro intérieur ou extérieur, on n'observe aucune voiture à l'horizon. Ni derrière avec les rétros, ni devant. Alors, est-ce que ça suffit pour changer de voie de regarder par les rétroviseurs? Souvenez-vous, on a ce qu'on appelle les angles morts. Donc ici, là, dans la petite animation, vous voyez très bien qu'on a un angle mort dans lequel peut se trouver une voiture. Donc, ça ne suffit pas de regarder dans les rétroviseurs, il faut tourner sa tête pour regarder ce qu'il y a dans l'angle mort. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 4. Je suis sur autoroute. Ma distance de sécurité est bonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux dépasser le camion. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ici, est-ce que ma distance de sécurité est bonne? Là, c'est vraiment une question de cours, hein. On a vu ça plusieurs fois dans la formation. Donc, pour savoir si la distance de sécurité est bonne, on regarde les lignes de rive à droite. Donc, on a bien ici à peu près 2 lignes de rive qui nous séparent avec le camion. Donc, la distance de sécurité est bonne. Est-ce que je peux dépasser le camion? Plusieurs choses. Déjà, regardez le compteur de la voiture. Je suis à 110 km/h. Alors que le camion, lui, roule à 90 km/h maximum. Donc il y a plus de 20 km/h de différence entre nous et le camion. En plus, quand on regarde le rétro gauche et le rétro intérieur, il n'y a personne à l'horizon. Donc effectivement, je peux dépasser le camion. Donc les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 5. Ce symbole indique un parking réservé aux tramways. Oui, réponse A, non, réponse B. Situé généralement en périphérie des villes. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, ce nouveau type de parking ont été créés justement en périphérie des villes, en général au début des lignes de tramway et de bus, pour que les usagers puissent se rendre en centre-ville, en transport en commun. Alors, le P plus R, c'est pas pour parking relais, c'est pour park and ride. Alors, ce ne sont pas des parkings spécifiquement réservés aux usagers des tramways. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 6. Je tourne à droite à la prochaine intersection. Je cède la priorité aux véhicules dans la voie à ma droite. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors ça, c'est une question que vous vous posez régulièrement. Vous voyez, à notre droite, il y a une voie qui est délimitée par des lignes blanches épaisses. Donc, ligne blanche discontinue épaisse, ça veut dire que c'est une voie réservée. Alors, ici, on peut voir à qui elle est réservée grâce au marquage au sol. Donc, elle est réservée aux bus et aux vélos. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a une voie réservée à notre droite et qu'on veut nous-mêmes tourner à droite? Alors, c'est simple. Les véhicules qui sont dans leur voie réservée ont la priorité. Donc, il va falloir laisser passer les véhicules qui sont dans la voie réservée pour ensuite pouvoir tourner. Vous ne pouvez pas tourner sans qu'il n'y ait personne sur cette voie. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 7. L'acuité visuelle minimale pour la conduite est de réponse A, 5 dixièmes, réponse B, 8 dixièmes. Alors, tout d'abord, c'est quoi l'acuité visuelle? L'acuité visuelle, c'est la capacité de discerner un objet à une certaine distance. En fait, elle est mesurée chez l'ophtalmologue. Vous savez, quand vous allez chez l'ophtalmologue, il vous fait lire à une certaine distance un petit tableau avec des lettres de plus en plus petites. C'est comme ça qu'on mesure l'acuité visuelle. Donc, vous devez avoir une acuité visuelle supérieure à 5 dixièmes pour être autorisé à conduire. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 8. Cet enfant de moins de 10 ans et de plus d'1 mètre est à la bonne place. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il est bien installé. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, la loi oblige les enfants de moins de 10 ans à être installés à l'arrière du véhicule. Cependant, si les places arrière sont déjà occupées par des enfants de moins de 10 ans ou si les places arrière ne sont pas dotées de ceinture de sécurité, alors on peut placer un enfant de moins de 10 ans à l'avant. Donc, est-ce que ici cet enfant est à la bonne place? Oui, il est à la bonne place. Est-ce qu'il est bien installé? Si vous remarquez, on voit que la ceinture de sécurité touche sa joue. Donc, clairement, ici, la ceinture de sécurité n'est pas adaptée. Il va falloir utiliser un siège adapté à sa morphologie. Ici, vous remarquerez dans ce schéma que le siège avec dossier sera le plus adapté pour cet enfant. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et D. Question numéro 9. Je circule sur autoroute. La vitesse maximale autorisée est de réponse A, 130 km/h, réponse B, 50 km/h, réponse C, 110 km/h, réponse D, 100 km/h. Alors, effectivement, ici on roule sur autoroute. Comme le montre le document que vous retrouverez dans la formation, vous voyez bien que lorsqu'on a une visibilité inférieure à 50 mètres, alors la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h
Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 10. Après ce panneau, la vitesse maximale autorisée sera de réponse A, 70 km/h, réponse B, 80 km/h, réponse C, 90 km/h, réponse D, 100 km/h. Alors, pour répondre à cette question, tu dois déjà connaître deux notions très importantes. Des notions de cours, qui sont les étendues de prescription pour les panneaux d'interdiction et également la vitesse maximale autorisée selon les types de routes. Alors, commençons déjà par les étendues de prescription des panneaux d'interdiction. Comme tu le vois ici, on a un panneau de fin d'interdiction de limitation de vitesse à 70 km/h. Qu'est-ce que ça veut dire ? Regarde bien cette petite animation. Si tu vois ce panneau, ça veut dire que avant, il y avait ce panneau d'interdiction. Donc, entre ces deux panneaux, la vitesse maximale autorisée est de 70 km/h. Mais qu'est-ce qui se passe après le panneau de fin d'interdiction ? Après le panneau de fin d'interdiction, la vitesse maximale autorisée dépendra de la vitesse réglementaire selon les types de routes. Alors, des types de routes, t'en as plusieurs. T'as les autoroutes, tu as les routes à chaussée séparées, tu as les routes à double sens de circulation avec créneaux de dépassement. Et enfin, tu as les routes à double sens de circulation. Et c'est le cas ici. On est dans une route à double sens de circulation. Et quelle est la vitesse réglementaire maximale sur une route à double sens de circulation ? C'est 80 km/h. Donc, pour répondre à la question, après ce panneau, la vitesse maximale autorisée sera de 80 km/h parce qu'on aura passé le panneau de fin d'interdiction. La bonne réponse est donc la réponse B. Question numéro 11. Je m'arrête. Réponse A, pour baisser le son de la radio. Réponse B, pour entrer une adresse sur le GPS. Alors, pour baisser le son de la radio, vous n'avez pas besoin de vous arrêter, parce que ça ne va pas vous prendre énormément d'attention. Par contre, pour entrer une nouvelle adresse sur le GPS, oui, là il va falloir s'arrêter pour initialiser votre GPS. Donc ici, la bonne réponse va être la réponse B. Question numéro 12. Partant d'intempéries, je circule. Réponse A, en feu de position seule. Réponse B, en feu de croisement. Afin d'être vu par les autres automobilistes, en temps d'intempérie, je circule en feu de croisement. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 13. Je suis témoin d'un accident avec dommages corporels. Dans l'ordre, je dois. Réponse A, protéger, secourir, alerter. Réponse B, protéger, alerter, secourir.
Dans ce cas, la personne est inconsciente. Afin de la secourir, réponse C, je retire son casque. Réponse D, je l'écarte de la chaussée. Alors, si vous êtes témoin ou partie prenante d'un accident avec dommage corporel, vous devez tout d'abord protéger, ensuite alerter et en dernier lieu secourir. C'est ce qu'on appelle le PAS. P-A-S. C'est un moyen mnémotechnique pour s'en souvenir. Alors, ici, on est dans le cas d'un motard inconscient. Alors, surtout, lorsque vous avez affaire à un motard, ne jamais retirer son casque. Vous pouvez, par exemple, afin qu'il respire mieux, vous pouvez relever la visière, mais ne jamais retirer le casque. Est-ce que je l'écarte de la chaussée ? Non, la personne est inconsciente, donc il ne faut jamais écarter une personne vers le bord de la route si elle est inconsciente. À part risque de suraccident, bien sûr. Mais dans les cas généraux, on ne fait pas ça. La victime est inconsciente, donc la bonne chose à faire ici, c'est de la mettre en PLS, donc en position latérale de sécurité. Donc ici, la bonne réponse va être la réponse B. Alors, attention, tout ce qui est dit sur cette chaîne concernant les secours, les premiers secours à la personne ne sont valables que pour l'examen du code de la route. C'est de la théorie pure. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, dans la réalité, il y a plein de cas particuliers. Donc, si vous voulez savoir comment réellement secourir une personne, il faut passer votre brevet de secourisme. D'accord ? Donc, ce qui est dit ici n'est valable que pour passer l'examen du code de la route, car c'est de la théorie. On ne fait que balayer les grandes lignes. Question numéro 14. Je circule sur une autoroute, oui réponse A, non réponse B, un itinéraire européen, oui réponse C, non réponse D. Alors, comme tu peux le voir, au-dessus donc de la pancarte bleue, il y a ce qu'on appelle un cartouche. Ce cartouche te permet d'identifier la route sur laquelle tu roules. Alors, il y en a plusieurs des cartouches qui ont des couleurs, des lettres et des numéros différents. Par exemple, ici, A75, A pour autoroute 75, le numéro de l'autoroute 75. Juste en dessous, N89, N pour national, 89 pour le numéro de cette nationale. Juste un peu plus en dessous, E11 veut dire que tu roules sur l'itinéraire européen, E pour européen, numéro 11. Alors, si on se réfère à notre photo qu'on a ici, on voit que sur le cartouche, il y a A85, donc on roule sur l'autoroute A85, et E604, donc on roule également sur un itinéraire européen numéro 604. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Sais-tu que Mon Code de la Route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme,
des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessibles sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 15. À cette intersection, je dois marquer l'arrêt. Oui, réponse A. Non, réponse B. La rue dans laquelle je roule est à sens unique. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, effectivement, on arrive à cette intersection où on a un stop avec un marquage au sol qui indique un stop et une signalisation verticale qui indique le stop. Donc, je dois marquer l'arrêt au niveau de la ligne blanche. Ensuite, est-ce que je roule sur une rue à sens unique? Eh bien oui. Et comment on le sait? Il y a plusieurs indices qui nous montrent qu'on roule sur une rue à sens unique. Tout d'abord, le marquage au sol. Vous remarquerez que la ligne blanche prend toute la largeur de notre rue, ce qui montre qu'on est dans un sens unique. En plus, on a 2 panneaux stop, un à droite, un à gauche, qui nous montrent bien qu'on est dans un sens unique. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 16. Au passage piéton, je passe. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, devant nous, on a un passage piéton qui n'est pas régulé par une signalisation lumineuse. On a 2 piétons à droite qui attendent au passage piéton, donc qui veulent traverser la rue. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette situation, étant donné que le passage piéton n'est pas régulé par une signalisation lumineuse, les piétons sont prioritaires. Donc, on doit les laisser passer. Sinon, c'est ce qu'on appelle un refus de priorité. Refus de priorité, c'est 135 € d'amende, 6 points en moins. Donc la bonne réponse, ici, est la réponse B. Question numéro 17. La roue de secours est un accessoire obligatoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, la roue de secours et ses autres accessoires, comme par exemple le cric, ne sont pas des accessoires obligatoires. La bonne réponse, ici, est la réponse B. Question numéro 18. Au feu rouge, je dois m'arrêter. A à la première ligne, B à la deuxième ligne. Alors, ici, on a affaire à ce qu'on appelle un sas vélo. Alors, un sas vélo, c'est quoi? C'est tout simplement un endroit sur la voie qui est réservé, là pour le coup,
au vélo. Donc effectivement, lorsqu'on arrive à ce sas, il faut s'arrêter à la première ligne pour ne pas empiéter sur le sas. Donc la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 19. Le camion pompier veut tourner à droite. Dans ce contexte, A. Je passe. B. Je m'arrête et le laisse passer. Alors, il faut que vous sachiez une chose. Il y a des catégories de véhicules. Et notamment les véhicules d'intérêt général prioritaire. Alors, quels sont ces véhicules? Vous avez d'abord tout ce qui est unité hospitalière, comme le SAMU ou le SMUR. Vous avez ensuite tout ce qui est police et gendarmerie. Ça comprend aussi les douanes et les véhicules de transfert de détenus. Vous avez également les pompiers. Donc, toutes ces catégories de véhicules, lorsqu'elles sont en intervention, c'est-à-dire lorsqu'elles ont leur gyrophare allumé, ou leur deux temps, lorsqu'elles ont leur gyrophare allumé, elles sont prioritaires à toutes les intersections. Peu importe la signalisation. C'est-à-dire, même s'ils ont un feu rouge, ils sont prioritaires. Même s'ils ont un stop, ils sont prioritaires. Par exemple, alors on va se mettre en situation pour cet exemple-là. Là, on est sur notre voie et en face de nous, un véhicule de pompiers en intervention avec les gyrophares allumés veut tourner à droite. Dans cette intersection, le camion de pompier est un véhicule d'intérêt général prioritaire en intervention, alors je le laisse passer. Je m'arrête et je le laisse passer. La bonne réponse ici est la réponse B. Je m'arrête et le laisse passer. Question numéro 20. J'utilise mes feux. Réponse A, de route. Réponse B, de position. Réponse C, de croisement. Alors, quand est-ce qu'on utilise les feux de route? Eh bien, on les utilise de nuit, en agglomération non éclairée ou sur route non éclairée. Attention à une seule condition, c'est de ne pas éblouir un autre usager. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 21. La fatigue est responsable. Réponse A, de 23% des accidents de la route. Réponse B, de 33% des accidents de la route. Après les premiers signes de somnolence, le risque d'accident est multiplié. Réponse C, par 3 ou 4. Réponse D, par 5 ou 6. Alors, comme le montre le document de la formation que je vous mets ici, donc, la fatigue est responsable de 33% des accidents de la route. Et après les premiers signes de somnolence, le risque d'accident est multiplié par 3 ou 4. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Question numéro 22. Le dépistage de stupéfiants par un agent de police est obligatoire après un accident. Réponse A, corporel. Réponse B, mortel. Réponse C, matériel. Réponse D, quelconque. Alors, les agents de police sont dans l'obligation de réaliser un dépistage de stupéfiants, mais également un dépistage d'alcoolémie, après un accident ayant causé des dommages corporels et mortels.
ils sont pas dans l'obligation de le faire lorsqu'il y a un accident qui a causé des dégâts matériels ou un accident quelconque. Sachez également que le test, le dépistage de stupéfiants et d'alcoolémie peut être réalisé par un agent de police sans aucune raison. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et B. Question numéro 23. Je circule dans une rue à sens unique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, tu peux voir ici qu'il y a un stop. Donc ce stop, il sera toujours accompagné par un marquage au sol, donc une ligne blanche. Si tu regardes bien, le marquage au sol va du trottoir de gauche jusqu'au trottoir de droite. Ce qui signifie bien que tu es dans une rue à sens unique. La bonne réponse, c'est la réponse A. Question numéro 24. Le bus tourne sur ma rue. Il risque d'empiéter sur ma voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on a affaire à un poids lourd. De par leur grande dimension, ils ont un rayon de braquage bien plus grand que celui d'une voiture. Donc, effectivement, ils risquent d'empiéter sur ma voie. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 25. Je suis prioritaire. Réponse A, seulement sur cet axe routier. Réponse B, à la prochaine intersection seulement. Réponse C, sur toute l'agglomération. Alors, ça va peut-être vous surprendre, mais il faut savoir une chose avant de répondre à la question. Lorsque vous rentrez dans une agglomération, vous allez avoir un panneau d'entrée d'agglomération, comme ici le panneau de Valory. Tous les panneaux qui se situeront au-dessus, en dessous et parfois même à l'intérieur du panneau d'entrée d'agglomération signifient que ces prescriptions sont valables sur toute l'agglomération. C'est-à-dire, par exemple, ici, on a un panneau de route prioritaire au-dessus du panneau. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que vous êtes prioritaire sur toute l'agglomération de Valory. Alors ça peut paraître étrange comme ça, mais il faut savoir qu'en France, il y a des villes en fait qui sont des petites bourgades qui font même pas 100 mètres de large. Vous les traversez en 10 secondes. Donc en fait, il y a une rue principale, en général c'est une départementale, et vous avez 2-3 rues perpendiculaires. Et tout ça, c'est la ville. Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer ici ? Il va se passer que vous serez prioritaire partout, en règle générale. Voilà. Et quand vous ne serez pas prioritaire, il y aura des panneaux qui vous diront que vous n'êtes pas prioritaire. Par exemple, il y aura un stop. Par exemple, il y aura un céder le passage. Ou, par exemple, il y aurait un panneau de fin de priorité. Mais, de manière générale, vous serez prioritaire sur toute l'agglomération. La bonne réponse, ici, est la réponse C. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés.
Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. C'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement. Vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 26. Certains médicaments ont les mêmes effets que l'alcool. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il est vrai que certains médicaments ont des effets semblables à l'alcool, comme la diminution de la vigilance, par exemple. Alors, à savoir que les médicaments ont des pictogrammes. Donc, ce sont des triangles sur fond jaune, orange et rouge qui ont des significations différentes. Alors, le pictogramme jaune, c'est le pictogramme de niveau 1. Il ne vous interdit pas de conduire, mais il nécessite que vous soyez informé des effets du médicament. Ensuite, vous avez le pictogramme de niveau 2, un triangle sur fond orange. Celui-ci, il faut demander l'avis du médecin avant de pouvoir conduire. Mais il ne vous interdit toujours pas de conduire. Par contre, le pictogramme triangle sur fond rouge, lui, de niveau 3, vous interdit de conduire. Et pour reprendre la conduite, il faut demander l'avis de votre médecin. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 27. En cas de perte totale de points, je perds le droit de conduire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, pour beaucoup de personnes, cette question va paraître évidente. En fait, elle n'est pas si évidente que ça. Dans certains cas, vous pouvez continuer à conduire, même si vous n'avez pas tous les points. Mais en général, lorsque vous perdez vos points, donc 12 points pour ceux qui sont plus en probatoire, 6 points pour ceux qui sont en probatoire, si vous n'avez plus de points sur votre permis de conduire, vous n'avez plus le droit de conduire. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 28. Ce véhicule est, réponse A, en intervention, réponse B, un véhicule d'intérêt général, réponse C, un véhicule d'intérêt général prioritaire, réponse D, un véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage.
Alors, dans cette question, on aborde la notion de véhicule d'intérêt général. Alors, c'est quoi un véhicule d'intérêt général? C'est un usager de la route qui dispose de règles bien particulières, différentes des règles pour un usager classique. Alors, tu dois savoir qu'il existe deux types de véhicules d'intérêt général. Tu as les véhicules d'intérêt général prioritaires et tu as les véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage. Alors, concernant les véhicules d'intérêt général prioritaire, c'est quoi comme type de véhicule? Ça va être tout d'abord les véhicules hospitaliers, comme le SMUR ou le SAMU. Ça va être également les véhicules de lutte contre l'incendie, comme les pompiers. Ça va être également les véhicules de police. Quand je dis véhicules de police, ça comprend aussi les militaires, ça comprend les véhicules de la gendarmerie, ça comprend les véhicules pénitentiaires, ça comprend certains véhicules du ministère de la Justice. Voilà pour, on va dire, les principaux véhicules d'intérêt général prioritaire. Il y en a d'autres. Ensuite, concernant les véhicules d'intérêt général bénéficiant d'une facilité de passage, ça va être principalement les ambulances privées, par exemple. Ça va être les véhicules d'intervention, d'électricité ou de gaz. Ça va être aussi les transporteurs de fonds, par exemple. Ou alors, certains véhicules d'intervention sur les autoroutes, comme les véhicules de la DIR. Alors, tu peux aussi reconnaître ces différents types de véhicules d'intérêt généraux par le son qu'ils font. Les véhicules d'intérêt général prioritaire ont des sirènes à 2 temps. Alors que les véhicules d'intérêt général qui bénéficient de facilités de passage ont une sirène à 3 temps. Alors après, bien sûr, tu vas me dire, oui, mais c'est quoi concrètement sur la route que d'être prioritaire ou que de bénéficier de facilités de passage? Alors, c'est une très bonne question. On va pas y répondre parce que c'est pas la question, mais sachez que vous devez savoir ce que c'est, la différence pour pouvoir passer l'examen du code de la route. C'est des questions qui tombent souvent. Donc là, je vous invite à aller dans la formation parce que c'est pas le sujet de la question. Alors, pour répondre à la question, lorsqu'on regarde cet usager, ce véhicule, est-ce qu'il est en intervention? Oui, on peut voir ici que ces sirènes clignotent. Est-ce que c'est un véhicule d'intérêt général? Oui, c'est une ambulance privée, c'est un véhicule d'intérêt général. Est-ce que c'est un véhicule d'intérêt général prioritaire? Non. Pourquoi? Parce que c'est une ambulance privée. Ce n'est pas un véhicule hospitalier. Et est-ce que c'est un véhicule d'intérêt général qui bénéficie de facilités de passage? Oui, c'est bien un véhicule d'intérêt général qui bénéficie d'une facilité de passage. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A, B et D. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 29. Je circule sur une route à sens unique. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, ça, c'est vraiment une question récurrente et qu'on a souvent vu donc, dans les vidéos YouTube et dans la formation. Pour savoir si on roule sur une route à sens unique, on regarde la ligne de rive à gauche. Donc ici, c'est une ligne
blanche continue, qui indique qu'on circule sur une route à sens unique. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 30. Question numéro 36. La distance entre l'indicateur d'usure et la bande de roulement A doit être inférieure à 1,6 mm. B doit être supérieure à 1,6 mm. Alors, sachez qu'avec la nouvelle réforme, donc le code a pris une autre ampleur, et vous avez énormément de questions sur les équipements. Donc sur le thème pédagogique, les équipements. Ça peut être les roues, ça peut être le moteur, ça peut être la carrosserie, ça peut être les freins, peu importe les équipements. Donc il faut vraiment être rompu à tous les équipements d'une voiture, notamment les roues. Beaucoup de questions sur les roues et les bandes pneumatiques. Donc ici, la distance entre l'indicateur d'usure et la bande de roulement doit être supérieure à 1,6 mm. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 31. Les usagers de trottinettes n'ont pas à respecter le code de la route. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors si, évidemment, même les piétons doivent respecter le code de la route. Tous les usagers de la route doivent respecter le code de la route. La bonne réponse, ici, est la réponse B. Question numéro 32. J'ai mon permis depuis plus de 3 ans. La vitesse maximale autorisée est de A. 90 km/h, B. 110 km/h, C. 80 km/h, D. 130 km/h. Alors, encore une fois, ici, c'est une question de cours. Donc, pour savoir quelle est la vitesse maximale autorisée, c'est très simple, il faut savoir où on est. Donc, ici, on est dans une route à double sens avec créneau de déplacement. Donc, si on reprend le document que vous trouverez donc, dans l'information, donc on est dans une route à double sens avec créneau de déplacement. Donc, la vitesse maximale autorisée est de 90 km/h pour une personne qui a passé son probatoire. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 33. En état de somnolence, le risque d'accident est multiplié par réponse A 3 à 4, réponse B 9 à 10. La fatigue est responsable d'un tiers des accidents de la route. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, c'est une question vraiment de cours, donc vous retrouverez ce document dans la formation, un document que je vous partage. Donc effectivement, le risque d'avoir un accident en état de somnolence est multiplié par 3 ou 4. Et il faut savoir aussi que la fatigue est un facteur d'accidentologie assez important car elle représente un tiers des facteurs d'accident. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 34. Je roule hors agglomération. La vitesse est limitée à 50 km/h. Réponse A, dès l'implantation du panneau.
Réponse B, à 300 mètres. Je vais rencontrer des virages dangereux dans. Réponse C, 300 mètres. Réponse D, 150 mètres. Question très intéressante. Alors, les panneaux d'interdiction de vitesse maximale, en général, commencent à l'implantation du panneau. Les panneaux de danger, quant à eux, hors agglomération, commencent 150 mètres après le panneau. Cependant, ici, on a un panonceau. Et ce panonceau vient préciser les panneaux qu'il y a au-dessus de lui. Ce panonceau concerne les deux panneaux. Donc ici, je vais devoir rouler à 50 km/h dans 300 mètres. Et je vais également rencontrer des virages dangereux dans 300 mètres. La bonne réponse ici sont les réponses B et C. Je vous invite fortement à aller dans la formation. On vous expliquera tout. Clairement, si tu as répondu faux à cette question, ça montre... Alors, ça montre pas que t'as pas révisé. Je suis sûr que t'as passé beaucoup de temps à réviser, à faire des séries, mais ça montre que t'as pas les notions essentielles. Voilà. Que t'as été mal formé. Alors, je sais pas où tu as été formé, mais en tout cas, t'as été mal formé, parce que c'est une question de base. C'est vraiment une notion de base. Et puis, c'est bête de pas vouloir te former, parce que, par exemple, nous, on a mis en place une plateforme où tu peux te former à partir de 9,90 €. 9,90 € pour être formé correctement. En plus, si tu choisis de prendre la formule Mon code en 10 jours pour avoir ton code plus rapidement, t'es remboursé à 100% si tu échoues à ton examen. Juste en montrant ta preuve d'échec. Voilà. Donc, écoutez, moi je vous conseille vivement de vous former, sachant que vous savez, ça coûte pas cher. Et en plus, si vous n'êtes pas prêt à mettre 9 € ou 40 € pour vous former correctement au code de la route, sachez que juste après, c'est le permis de conduire, c'est la conduite. C'est-à-dire que le permis de conduire coûte en moyenne 2000 € à peu près. C'est 37 heures en moyenne d'heures de conduite pour obtenir son permis en France. À peu près 2000 €, quoi, un peu moins. C'est 1800 €. Donc, si t'as pas 40 € ou 10 € pour te former au code de la route, ça va être compliqué de passer ta conduite et donc ton permis de conduire. Parce que là, ce sera 2000 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 35. Dans un établissement servant de l'alcool, la quantité d'alcool par verre est la même, peu importe le verre et le type d'alcool. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, en France, les professionnels de la vente d'alcool, c'est-à-dire les bars, les restaurants, ont en fait des verres standardisés. Donc, chaque verre représente 10 grammes d'alcool. Que ce soit un verre de vin, un verre de champagne, un verre de bière, un verre de whisky ou un digestif, peu importe le verre ou la nature de l'alcool, tu auras à l'intérieur 10 grammes d'alcool pur. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 36. Ce véhicule s'engage sur la route principale. Il bénéficie de la priorité à droite sur les véhicules venant de sa gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il doit marquer l'arrêt avant de s'engager.
Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous vont dire, les véhicules qui viennent de sa gauche devront lui laisser la priorité à droite. Alors, oui, mais ça c'est quand t'es dans une route normale. Là, il sort d'un chemin de terre. Quand un véhicule sort d'un chemin de terre, il ne bénéficie pas de la priorité de passage. C'est-à-dire, il ne bénéficie ni de la priorité à droite, ni de la priorité à gauche, ni aucune priorité. Aussi, ici, il n'est pas obligé de s'arrêter avant de s'engager sur la route. S'il n'y a personne sur la route, il peut s'engager sans s'arrêter. Par contre, il devra céder le passage aux véhicules qu'il y a sur la route, s'il y en a. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et D. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 37. Dans cette situation, les pneus neige sont réponse A, obligatoire, réponse B, conseillé. Alors ici, comme tu peux le voir, on est dans une situation où la route est enneigée. Cependant, aucune signalisation t'oblige à mettre tes pneus neige. Les panneaux qui t'obligent à mettre les pneus neige, c'est le panneau d'obligation ou bien le panneau d'entrée de zone d'équipement hivernaux obligatoire. Cependant, on voit qu'il y a quand même une fine couche de neige sur la route. Et là, les pneus neige sont très pertinents et conseillés. Même, je dirais même, sont plus conseillés que des chaînes. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 38. Cette signalisation verticale indique réponse A, un manche à air. Réponse B, un manche à vent. Actuellement, ce manche indique réponse C, un vent fort. Réponse D, un vent faible. Alors, cette signalisation verticale, en fait, elle va t'indiquer deux choses. Alors, cette signalisation verticale, c'est ce qu'on appelle un manche à air. Alors, un manche à air, ça sert à quoi? Ça sert à t'indiquer deux choses. D'une, la direction du vent. Et de deux, l'intensité du vent. Est-ce que c'est un vent fort? Est-ce que c'est un vent faible? Est-ce que c'est un vent moyen? Ici, comme tu peux le voir sur la photo, on a ce manche à air qui est à la verticale. Ça indique donc que on est en présence d'un vent fort. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans l'information. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code ?
Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code? Bah, c'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, hein, ça veut dire que il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant un an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, euh, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux, par exemple, qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. La portée des feux de croisement est de réponse A, 30 mètres. Réponse B, 50 mètres. Réponse C, 100 mètres. Réponse D, 150 mètres. Alors, la portée des feux de croisement est de 30 mètres. Alors que, par exemple, la portée des feux de route est de 100 mètres. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 40. Hors probatoire, je viens de perdre un point. Je peux récupérer ce point automatiquement. Réponse A, dans 3 ans. Réponse B, dans 6 mois. Réponse C, dans 1 an. Réponse D, dans 2 ans.
Alors ici encore une fois c'est une question de cours, donc là je vous montre le document que vous pouvez retrouver dans la formation qui vous montre les récupérations de points automatiques hors probatoire. Alors, comme vous pouvez le voir, en fait quand vous perdez des points, vous pouvez les récupérer automatiquement si vous ne commettez pas d'infraction. Ça dépend de l'infraction que vous avez commise et le nombre de points que vous avez perdus. Lorsqu'on perd qu'un seul point, alors on peut récupérer ce point dans les 6 mois, si on n'a pas commis d'autres infractions entre-temps. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.